Voilà, Monsieur Marcelo, vous êtes là. Oui, monsieur Benjamin, je suis là. Très bien. Est-ce que vous avez accès à la plateforme SAP internationale et vous accédez facilement aux leçons prévues pour chaque semaine? En tout cas, j'ai un accès facile à la plateforme et je n'ai aucun souci là-dessus. Très bien. Vous prenez soin de lire entre les lignes, de développer. Exactement. Je prends soin, Exactement. ouais, je prends soin de lire. Ouais, Je ça fais un c'est effort de lire en tout cas. Je prends soin de lire et comprendre. Surtout que tout est en quelque sorte un peu clair, quoi. Donc, ouais, je lis les cours et voilà. c'est très bien. Je suis Alors des aujourd'hui, vidéos. mhm. Aujourd'hui, nous abordons avec vous le module sur le recrutement. Nous, D'accord. nous reconnaissons vraiment que le recrutement est aussi une dimension très importante pour les professionnels RH, parce que finalement, parmi les tâches que vous aurez à effectuer au quotidien, selon le besoin, vous serez appelé à un moment donné à organiser un recrutement de la base au sommet, question de retenir des talents. Alors, nous mettons vraiment un accent particulier là-dessus pour vous aider à établir la différence entre recruter des talents et le fait justement pour vous d'attirer vers vous des talents, les intégrer au sein de l'entreprise. Parce que le travail que vous allez faire en tant que professionnel, ce ne sera vraiment pas de sélectionner directement, mais c'est d'éliminer au maximum les candidats qui ne répondent pas aux critères de sélection définis à la base. Alors, les techniques que nous allons partager ici, ce sont celles-là qui vont vous permettre d'organiser un recrutement réussi. Organiser un recrutement réussi parce que justement dans la pratique, il y a beaucoup de ratés. Il y a beaucoup de ratés qui font que soit l'employeur se retrouve dans l'obligation de réorganiser le processus de recrutement ou encore aller puiser dans des CV déjà existants pour dénicher le meilleur talent. Alors ici, avec les techniques que nous partageons, nous pensons que nous allons vous aider à éviter justement la perte de temps, la perte des ressources et tout. Donc, organiser du coup un recrutement réussi qui, euh, qui va convaincre soit les clients, soit l'employeur. Alors, vous notez par définition que le recrutement est un processus. Hein. C'est un processus qui fait appel à plusieurs étapes consistant justement à chercher d'abord, ensuite, après la recherche, il faut sélectionner les candidats et après la sélection, le processus continue et le processus va aboutir justement ou déboucher vers l'intégration. Donc, il ne suffit pas de chercher les candidats parce qu'après la recherche, vous avez un tas de CV que vous devez sélectionner. Et quand vous faites la sélection, c'est justement pour éliminer les candidatures qui ne conviennent pas, les candidatures qui ne répondent pas à des critères que vous êtes fixés dans la description du poste ou le job description. Mais après, il y a un côté que l'on néglige souvent, on peut facilement croire que le fait pour vous de sélectionner un candidat, c'est ça le recrutement. Non, parce que pour réussir un recrutement, il faut permettre à ces nouveaux recrues, à son tour aussi, de réussir son intégration. Donc, un nouveau recrue qui n'a pas réussi son intégration, vous voyez que vous aurez du mal même à confirmer son contrat de travail après la période probatoire. D'où nous encourageons les recruteurs à mettre encore beaucoup plus de rigueur quand il faut travailler sur l'intégration d'un nouveau collaborateur. C'est-à-dire lui nommer un tuteur qui sera là à l'orienter pendant la période probatoire, lui montrer éventuellement les forces de l'entreprise, les faiblesses et qu'est-ce que l'employeur attend de lui et qu'est-ce qu'il doit faire, l'attitude à adopter, etc.
de manière à lui permettre, après la période d'essai, d'être autonome et puis de donner ce qu'il a de meilleur. Donc ça, on va le voir un peu plus tard. Donc, vous comprenez par cette définition que nous avons donnée ce que vous devez faire. Nous avons dit que le recrutement est un processus en plusieurs étapes qui consiste à chercher, à sélectionner et intégrer des nouveaux collaborateurs au sein de l'organisation. Accordez-moi quelques secondes, je vais fermer la fenêtre. Voilà, il y avait le soleil qui frappait jusqu'à mes yeux. Donc, voilà les trois actions que vous devez mener quand il faut organiser un recrutement. Donc, il y a la recherche des candidats qui intervient. Après la recherche, il y a la sélection des candidats idéaux. Et puis, les candidatures qui ne conviennent pas, bien soit vous mettez de côté et puis vous rappelez aux candidats pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés. Et ensuite, vous passez à l'intégration. Alors, nous distinguons deux types de recrutement. Vous pouvez faire appel à ces deux types de recrutement si justement vous voulez réussir votre mission. Premièrement, nous avons les recrutements dits internes. Nous pensons que vous avez eu le temps de lire vos notes. Nous avons les recrutements internes d'un côté et d'un autre côté, nous avons les recrutements externes. C'est quoi les recrutements internes? C'est quand vous faites appel à la main-d'œuvre déjà existante. Donc, un recrutement est interne quand vous regardez entre vos collaborateurs qui a les qualifications qu'il faut pour pouvoir accéder à ces postes. Et donc, si vous lui donnez cette possibilité d'accéder au poste, ça s'appelle justement le recrutement interne. Vous n'avez pas eu besoin de recourir à la main-d'œuvre extérieure pour pouvoir combler le trou soit qui s'est créé ou pour pouvoir remplir le poste que vous venez d'ouvrir. Ça, c'est au niveau interne. Mais vous pouvez également faire appel au recrutement externe, c'est-à-dire vous faites appel à la main-d'œuvre extérieure, des personnes externes à l'entreprise, des personnes peut-être avec qui vous n'avez jamais collaboré. Et ces personnes-là, selon l'image que vous êtes forgée de l'entreprise, ils seront très heureuses de pouvoir justement collaborer avec vous dans le cadre du recrutement. Il arrive aussi que vous fassiez appel à ces deux types de recrutement à la fois. Hein? On voit certaines offres publiées où on spécifie que ça, c'est une offre qui est lancée en interne et en externe. Donc, quel est le meilleur gagne? Vous pouvez également exploiter les deux types de recrutement à la fois. Alors, ce qui est important, c'est de retenir que ces deux types de recrutement, c'est bien, ça vous permet de connaître le bon résultat, mais c'est aussi très capital de noter que chacun des types de recrutement présente ses avantages et ses inconvénients. Quels sont, par exemple, les avantages à pouvoir recruter en interne? Comme avantage, quand vous recrutez en interne, vous notez que en interne, il existe déjà un plan de carrière pour les travailleurs qui existent. On se connaît, on connaît les atouts de tout un chacun, les compétences. Et au niveau RH, le RH dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est que monsieur soit Marcelo a les compétences qu'il faut pour que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, accède à tel poste. Alors, vous voyez que quand vous avez affaire à quelqu'un que vous connaissez déjà, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à décider parce que vous êtes dans une certaine mesure sûr de la décision que vous prenez. Ça, c'est un avantage. Un autre avantage à pouvoir recruter parmi vos collaborateurs déjà existants, c'est que quand vous recrutez en interne, cela s'avère être une source de motivation pour les collaborateurs. Pourquoi c'est motivant de recruter en interne? Eh bien, c'est parce que
tout professionnel a bel et bien besoin de voir sa carrière évoluer. Alors, dès lors qu'ils se rendent compte que l'entreprise pour laquelle ils sont en train de bosser donne quand même la possibilité de pouvoir évoluer, de pouvoir changer de poste, de pouvoir monter des échelons, changer de catégories, ça les motive à donner ce qu'ils ont de mieux, des meilleurs, pourvu que demain ou après-demain, ils puissent être promus. Vous voyez la motivation d'où elle vient. Donc, c'est toujours important de faire connaître à vos collaborateurs existants qu'ils comptent aussi pour vous, que l'entreprise compte sur eux, que l'entreprise peut justement les utiliser selon les besoins qui se présentent. Ça, c'est un deuxième avantage. Un troisième avantage à pouvoir recruter en interne, c'est le coût. Hein. Les coûts de l'organisation de ces processus de recrutement sera relativement réduit. Oui, sera considérablement réduit. Le coût sera considérablement réduit. Du coup, vous permettez à la trésorerie de l'entreprise de faire des économies. L'argent que vous pouvez orienter justement à autre chose. Mais à part les avantages, bon, on ne va pas oublier de citer aussi les inconvénients de pouvoir recruter en interne. Parmi les inconvénients, c'est que il arrive que les employés existants ne peuvent pas toujours apporter de nouvelles idées à leur nouvel emploi. Il y aura une crise peut-être d'idées, parce que si quelqu'un était travaillait avec nonchalance dans le passé, rien n'indique que si vous les changez de poste, si vous les faites monter d'échelon, à ce moment-là, il va travailler avec beaucoup plus d'ardeur. Donc, c'est un inconvénient et puis c'est un risque de voir que vous avez donné le poste à quelqu'un qui ne sait pas produire du résultat escompté. Autre inconvénient, vous pouvez aussi recruter en interne, mais il s'avère que c'est un employé de niveau inférieur par rapport au poste que vous avez ouvert. Alors, quand vous tombez dans ces cas, vous vous retrouvez maintenant dans l'obligation soit de les former, ce qui va encore vous coûter en temps et en ressources. C'est parmi des inconvénients. Autre inconvénient à pouvoir recruter en interne, on peut encore citer des conflits internes qui pourraient naître à la suite de ces postes qui est accordé à X, pas à Y, et Y va se demander pourquoi ils ont donné à X, pas à moi. Est-ce parce que X collabore bien avec le DRH? Est-ce parce que X collabore bien avec le DG, etc. Ça engendre des conflits, mais cela ne doit pas vous effrayer. Donc, quand il faut recourir à ces types de recrutement, n'hésitez pas, parce que d'un moment ou d'un autre côté, vous avez la responsabilité de gérer justement les conflits qui surgissent au sein de l'organisation. Est-ce que ça va jusque-là? Sentez-vous surtout libre de pouvoir des fois interrompre pour poser une question quand il y a une préoccupation. Oui, monsieur Benjamin, exactement, c'est ce que je voulais vous demander tout à l'heure. Est-ce qu'on doit vous laisser finir votre présentation et puis on pose des questions, soit on peut y aller progressivement quand on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, on pose la question, on vous interrompt. C'est exactement la préoccupation que je voulais vous poser tout à l'heure. Heureusement que vous venez de le dire vous-même. Moi, je voulais revenir... C'est interactif. Ouais. Je comptais revenir à la définition elle-même d'abord du recrutement. Vous avez dit que c'est le processus en plusieurs étapes qui consiste à rechercher, sélectionner et puis intégrer. Je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire rechercher. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? La sélection en soi, est-ce que c'est la sélection définitive ou c'est shortlister les candidats? La sélection, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est shortlister les candidats ou c'est une sélection définitive? Et lorsque je vois l'intégration, je comprends directement que c'est les candidats est retenu pour occuper les postes et on doit les briefer comment l'organisation fonctionne et voilà tout ce qui va avec.
Et voilà. Donc, j'ai juste besoin de comprendre un tout petit peu la recherche, c'est à quel niveau, la sélection, c'est à quel niveau, l'intégration, déjà, c'est mieux pour moi. Mais est-ce qu'aussi, dedans, la définition du poste en soi, est-ce que ça ne fait pas partie d'une étape de recrutement elle-même? Lorsqu'on commence déjà à définir le poste, est-ce que ce n'est pas aussi une partie déjà du recrutement lorsqu'on la publie? Voilà, juste un peu à ce niveau, comprendre ce que ça veut dire rechercher, sélectionner, et voilà. Voilà. Un peu en détail, quoi. Je crois que quand je partage avec vous les étapes même du recrutement, vous trouverez très facilement la réponse à vos préoccupations. C'est quoi la recherche, la sélection, l'intégration, quand vous parlez définition des postes, par exemple. Parce qu'à la base, qu'est-ce qui se passe? Il y a un projet de recrutement, il y a un besoin qui est exprimé dans un département X, comme quoi il nous faut renforcer les équipes. D'accord? Et ces besoins-là, c'est pas le département concerné qui va se mettre à recruter. Donc, le département va peut-être faire monter les besoins à la hiérarchie et la hiérarchie va voir avec le département RH comment justement organiser ces recrutements. Mais avant de commencer ou avant de se lancer dans ces projets, évidemment, le RH ou le recruteur se met autour d'une table avec les départements ayant exprimé les besoins pour qu'ensemble, ils puissent justement établir ce qu'on appelle le profil des postes. Qu'est-ce que vous recherchez? OK? Vous vous attendez à ce que le apporte quoi comme valeur ajoutée? Et sur base des éléments que le département va mettre à votre disposition, vous allez dresser ce qu'on appelle la fiche des postes. Et dans la fiche des postes, vous expliquez éventuellement ce que le nouveau recrue aura à faire comme travail. Il aura à travailler sous la direction ou sous quelle supervision. Il a besoin d'avoir quoi comme compétences, quoi comme qualification, niveau d'études, expérience. C'est dans la fiche des postes. Alors, cette étape finie, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez justement les offres au grand public pour pouvoir recueillir les candidatures. Et c'est ça ce qu'on appelle la recherche. Et pour rechercher des nouveaux candidats, vous avez différents canaux que vous pouvez utiliser. Je vais partager ces canaux un peu plus tard. Les canaux de recrutement qui vous permettent justement d'attirer vers vous des talents. Faute d'avoir bien exploité ces canaux, vous pouvez avoir du mal de trouver les candidats idéaux parce que il arrive que l'offre est lancée, mais les gens ne postulent pas. Les gens ne postulent pas soit parce que l'information ne leur est pas parvenue. Alors, si l'information ne parvient pas au potentiel candidat, c'est-à-dire que vous avez utilisé des mauvais canaux, des canaux qui n'ont pas été intéressants. Donc, la recherche consiste vraiment à informer au grand public que voilà, il y a une opportunité dans notre structure. Si vous êtes intéressé ou si vous avez le profil qu'il faut, vous pouvez venir vers nous. Et cela englobe en fait beaucoup de choses. Cela englobe le partenariat que vous pouvez créer avec les sites d'emploi, par exemple, les sites qui sont réputés publier les offres d'emploi et dont les candidats ont toujours tendance à y accéder pour avoir des informations. Cela englobe également le partenariat que vous créez, par exemple, avec les sociétés qui recrutent. Tout ça, ça rentre dans la recherche des candidats. C'était clair, monsieur Marcelo? C'est très clair en tout cas, très clair. Et au niveau de la sélection maintenant, c'est la sélection définitive, sur la sélection de... vous pouvez me rappeler, vous êtes dans quel pays? Je suis avec vous en RDC, précisément dans la Mongala. Ok. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sélection? Dès lors que vous avez organisé l'étape de la recherche, vous avez lancé les offres,
Les candidats intéressés, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à souscrire ou à soumissionner leur candidature. Et vous pouvez voir que pour les postes ouverts, juste pour un poste, vous pouvez recevoir jusqu'à 500, jusqu'à 1000 CV. Voyez-vous? Et vous avez en face de vous 1000 CV, mais vous cherchez un seul candidat. Et qu'est-ce que vous faites de ces 1000 CV? Vous n'allez pas vous dire que ces 1000 CV me donnent beaucoup de travail, je cherche juste un candidat. Non, vous allez prendre le temps d'analyser chaque CV et déterminer quel est le CV que vous recherchez. Et c'est ces CV-là que vous trouvez idéal que vous allez sélectionner. C'est ça la sélection. Donc, c'est parmi les différentes candidatures que vous avez, vous allez porter votre choix sur le candidat idéal. Et là encore, nous allons partager avec vous rapidement, dans quelques lignes, comment faire une sélection efficace quand vous avez en face de vous plusieurs candidatures à la fois qui peuvent vous intimider, qui peuvent vous donner l'impression que vous avez beaucoup de travail. Et dès lors que vous vous sentez submergé, vous pouvez facilement négliger le côté qui veut que vous ayez le goût du détail. Examinez entre les lignes chaque CV pour vraiment écarter les CV qui ne conviennent pas et retenir les CV qui sont intéressants. Donc, c'est ces niveaux-là qu'on parle de la sélection, parce que les CV retenus, vous allez faire un mail pour dire que voilà, les CV est retenu et vous donnez le programme du déroulement même de la suite du projet. Et les CV non retenus, vous allez faire les mails pour expliquer que le CV n'a pas été retenu. Éventuellement, si vous êtes gentil, vous pouvez mettre un peu plus de temps pour expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Ça permet aux candidats à l'avenir à pouvoir améliorer leur approche de manière à maximiser les chances pour décrocher finalement un job. Donc, en quelques mots, nous dirons que la sélection consiste à porter son choix sur les différents CV que vous pouvez avoir avec vous lors d'un processus de recrutement. D'accord. Là, c'est aussi clair. Cette sélection, déjà, je comprends que c'est lorsque les dossiers sont réceptionnés. En tout cas, je serais très content d'apprendre comment faire cette sélection lorsqu'on a beaucoup de candidatures. Souvent, on se pose les mêmes questions. Mais il y a 1000 candidatures. Comment ces gens arrivent à analyser tous ces dossiers? Est-ce qu'ils jettent pas d'autres dossiers? Donc, ce sont parfois des questions qui passent par la tête. C'est dit, il y a 1000 candidatures. Est-ce que tu vas tout analyser pour ressortir, shortlister les quelques candidats qui ont des meilleurs CV afin justement d'en trouver un qui va occuper le poste? Je serais très content d'apprendre cette partie aussi. Mais directement, on quitte la sélection à l'intégration. Donc, les autres étapes qui sont sous-entendues, ça ne fait pas partie des étapes où ce sont justement des points, je sais pas comment je peux les appeler. Parce que déjà, on quitte la sélection des CV et à l'intégration. Alors qu'il y a des tests à passer, il y a des interviews et qu'on sort. Donc, tout ça, est-ce que ça n'entre pas dans... Il n'y a pas une étape qui peut être entre les deux? Dans la sélection CV, on y revient. Dans la sélection, il y a tout ce que vous venez de citer là. Parce que sur quelle base vous allez finalement sélectionner un candidat et l'intégrer? Donc, on sélectionne d'abord les CV intéressants. Et comme je disais, vous allez faire les mails au CV retenu pour donner le programme de la suite du processus de recrutement. Genre, telle date, il y a un test qui est convoqué, etc. Prenez des dispositions pour être là. Et après les tests, vous allez corriger. Là encore, vous allez éliminer les candidats non sélectionnés et relancer les candidats retenus pour donner un autre programme, peut-être des entretiens. Et après les entretiens, vous allez maintenant faire une sélection finale et retenir les candidats que vous trouvez idéal pour le poste. Mais pendant qu'on y est, comment recruter efficacement, surtout quand on a beaucoup de candidatures, moi je vais vous poser une question.
une question de curiosité, hein, question de voir comment vous percevez cette dimension. Combien de temps le recruteur passe à analyser un CV, par exemple? Combien de temps les recruteurs passent à analyser un CV? Oui, quand il faut recruter. Moi, je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais recruté, donc je ne sais même pas combien de temps ils passent. Parce qu'il y a des candidatures, tu envoies un dossier, 4 mois après, on t'appelle, on te convoque pour un test. Je te dis, mais ils ont pris tout ce temps pour... en fait, ça prend 4 mois depuis que j'ai envoyé le dossier. On me rappelle 5 mois, 6 mois après pour passer les tests. On se demande, mais ils passent combien de temps exactement pour analyser un CV? Avec toutes ces exigences, il faut que ça soit 3 pages, 2 pages. Et bon, voilà. En tout cas, moi, je n'ai aucune idée. Donc, c'est vous qui êtes mieux placé à pouvoir exactement m'ouvrir les nerfs par rapport à ça. Alors, facteur, tant que le recruteur prend pour vous relancer, donner suite à votre candidature, ça dépend, hein, ça dépend des urgences qu'il y a. Est-ce que c'est vraiment urgent que ces postes soient pourvus? Si c'est un poste qui va être pourvu dans 6 mois, bon, cela peut s'expliquer, hein, qu'on vous relance un peu plus tard. Mais si c'est un projet urgent et que le recruteur a tous les CV en face de lui, vous serez surpris d'apprendre que les recruteurs ne vont pas mettre plus de 2 minutes à examiner votre CV. Certains font même moins d'1 minute. Certains font même moins d'1 minute. Voyez-vous? Ah bon? Un recruteur qui respecte ces créneaux-là a beaucoup plus de chances de pouvoir analyser beaucoup de CV en une journée ou même en moins d'une journée. Vous avez 1000 CV. Si vous mettez une minute à chaque CV, vous voyez que vous allez faire un travail important la journée. Alors, pour faire aussi cette sélection-là ou cette analyse-là des CV dans un temps vraiment record qui facilite même la tâche aux recruteurs, nous encourageons également aux demandeurs d'emploi de mettre un peu plus de rigueur dans la manière dont ils rédigent leur CV. Donc, essayer de rédiger les CV de manière à donner vraiment les informations utiles dont les recruteurs ont besoin, pas le bombarder des informations qui ne sont même pas en lien avec le poste recherché. Alors, ce sont beaucoup plus de détails qui peuvent facilement agacer le recruteur comme ça. Alors, pour moi, si je tombe sur le CV qui a une seule page, déjà pour moi, ça me facilite la tâche. Plutôt que tomber sur un CV qui a 4, 5 pages avec beaucoup d'informations dont certaines ne cadrent même pas avec le profil recherché. C'est un peu pertinent. Les recruteurs même parfois nous demandent que ce soit au moins 3 pages qu'on sort. Et puis, est-ce que s'ils trouvent une page, ils seront contents? Bon, en fait, au moins 3 pages. Donc, si j'ai une page, ils vont accepter. Mais 3 pages, ils vont faire 1 minute. Qu'est-ce qu'ils regardent sur ces CV dans 1 minute? Il y a un CV de 3 pages. Qu'est-ce que l'on doit regarder? C'est que quand on se met dans la peau des chercheurs d'emploi, parfois on essaie de comprendre que beaucoup ont du mal à synchroniser leurs informations, ou encore beaucoup pensent que mettre beaucoup plus d'informations, c'est ça qui donne du poids à votre CV. C'est vraiment pas ça. Moi, j'ai un CV de quelqu'un qui a 4 à 5 pages, je me dis que la personne a un petit souci dans la manière dont il doit se vendre. Parce que c'est comme s'il ne comprend pas qui il est réellement. Voilà pourquoi il met tout. Mais quelqu'un qui comprend que moi, je suis un comptable senior avec autant d'années d'expérience n'a pas besoin de me bombarder avec 5 pages pour me dire qu'il est comptable. Donc, il me dit qu'il est comptable et en quelques lignes, j'ai les éléments dont je recherche. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Donc, un CV accrocheur, moi, je dirais que doit tenir sur 1 page. Mais c'est pas un principe ou c'est pas une règle. Ça peut également changer éventuellement. Si le recruteur demande que vous le fassiez en 2, 3 pages, c'est une façon de dire que voilà, je vous comprends, vous avez du mal à synchroniser, mettez-moi les informations dans 2, 3 pages limite. Hein, mais ne débordez pas. Ce sont les points que vous pouvez noter. Donc, veillez à établir votre CV dans 1 page. Et puis, autre chose,
votre CV doit être titré. Il faut veiller au titre de votre CV. Nous recevons beaucoup de CV comme ça qui n'ont pas de titre et du coup, ça donne beaucoup de travail au recruteur parce qu'il doit chercher à savoir qui vous êtes. Tandis que si le CV est titré, donc je reçois le CV de M. Marcelo et en tête déjà, je vois le titre du CV que M. Marcelo est professionnel RH depuis 5 ans. Moi, ça m'arrange. Je sais que, OK, je tombe sur le CV de quelqu'un qui a de l'expertise dans le domaine RH depuis 5 ans. D'accord. Donc, dans une page, les titrés, et ensuite, vous ne reprenez que les informations pertinentes liées au poste qui est ouvert. Donc, si on cherche, par exemple, un comptable, donnez-moi les informations liées aux compétences que vous avez développées dans les domaines des finances et comptabilité. Je n'ai pas besoin de voir que d'un autre côté, vous avez fait des études en informatique ou vous avez travaillé en tant qu'informaticien parce que ça ne cadre pas. Si vous êtes beaucoup de choses à la fois, moi, je vous encouragerai à faire un CV ou à faire plusieurs CV et chaque CV est catégorisé selon la demande. Si vous êtes comptable, vous avez un CV en tant que comptable et si vous avez aussi des compétences en informatique, vous faites aussi un autre CV en tant qu'informatique. Merci beaucoup en tout cas. Moi personnellement, ça pourra beaucoup plus m'aider. Bon, en tant que chercheur d'emploi, mais en tant aussi que futur recruteur, exactement. La petite question que je voulais poser. Si après cette connexion, vous laissez un petit mot dans les chats, je pourrais vous envoyer un modèle de qui peut tenir dans une page et qui donne juste les informations dont les recruteurs ont besoin. Ah, d'accord. C'est exactement la petite question que je voulais poser. Est-ce que c'est très utile de reprendre les tâches qui nous sont assignées dans différentes organisations dans nos CV? Parce que parfois, ce qui bombarde les pages, ce sont ces tâches lorsqu'on les reprend, telles que c'était, en fait, telles que c'est écrit dans nos contrats de travail ou dans nos contrats de prestations. Et parfois, ce sont ces histoires qui font à ce que les pages augmentent. Donc, toutes ces tâches-là, même lorsque vous essayez de les synthétiser, parfois ça... Mais les recruteurs, parfois, on ne sait pas ce qu'ils veulent exactement. Il y a d'autres qui aiment que ces tâches soient là. Il y a d'autres qui n'aiment pas que ça soit là. Et bon, c'est tout ça qui... exactement, on ne sait pas où c'est situé. Mais est-ce que c'est utile de mettre ça sur le CV? Oui, c'est important. C'est important de lister les quelques tâches que vous avez eu à effectuer. Cela certifie justement que vous avez de l'expertise nécessaire parce que vous avez eu à œuvrer dessus. Mais attention, les tâches que l'on reprend dans les CV, on ne reprend pas pour reprendre ou pour remplir les CV ou donner plus de pages à votre CV. Non. Les tâches que vous reprenez, rassurez-vous que ce sont les tâches dont les recruteurs recherchent dans la fiche de poste. Voyez-vous, si dans la fiche de poste, les recruteurs disent que nous recherchons un comptable qui sait, par exemple, établir des états financiers, qui sait faire les audits et diagnostics financiers, ce sont ces tâches-là que vous allez répondre. Voyez-vous? C'est d'ailleurs un facteur qui fait que beaucoup de candidats, ils postulent toujours, mais ils n'ont jamais reçu de retour à leur CV. Pourquoi? Parce que quand ils élaborent leur CV, ils ne tiennent pas compte de la fiche de poste. Ils ne tiennent pas compte de la fiche de poste. Parce que si vous tenez compte de la fiche de poste et vous cherchez à approcher au maximum le besoin du recruteur, vous allez voir que le recruteur aura même envie de vous rencontrer. Mais si vous faites votre CV à votre bon escient sans tenir compte des attentes du recruteur, vous voyez que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et le piège, trop souvent, c'est parce que on ne prend pas soin de refaire son CV à chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité. On a toujours tendance à prendre un CV qui a toujours existé depuis 3 ans, 4 ans,
et on utilise le même CV pour postuler à toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Et là, ça ne marche pas. Parce que dans la pratique, le principe veut que quand il y a une nouvelle opportunité, vous essayez aussi de faire une toute petite retouche à votre CV pour essayer de maximiser en tout cas vos chances à rencontrer le besoin du recruteur. En tout cas. D'accord, merci beaucoup. Je voulais revenir sur une autre petite chose. C'est lorsque vous avez dit que si vous êtes informaticien, vous avez un CV en tant qu'informaticien. Si vous êtes comptable, vous avez un CV en tant que comptable. Mais est-ce que ça veut dire que les autres fonctions, on doit ne pas les inclure dans les CV? Il y a des recruteurs qui sont un peu, bon, d'après ma petite expérience, si vous cachez une fonction et qui par après ils apprennent que tu as occupé telle fonction, tu peux être disqualifié direct, même si tu avais déjà occupé le poste. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit cacher, on était informaticien quelque part et du coup on est dans la finance? C'est ce qui m'arrive moi exactement. J'ai commencé la carrière en tant que gestionnaire des données. Après, j'ai fait l'administration. Après, je suis revenu dans la gestion des données. Et actuellement, je suis dans l'administration et les finances. Mais est-ce que ça veut dire que je dois... et puis, je suis promis aussi suivi évaluation. Est-ce que ça veut dire que si je vais postuler à un poste de suivi évaluation, je cache ce que j'ai fait aujourd'hui dans la finance, dans les CV? Bon, moi, personnellement, je ne vais pas utiliser les termes cachés, mais je dirais plutôt que ce n'est pas toujours important de répondre toutes les informations qui ne seront pas utiles aux recruteurs pour le poste que vous recherchez. Si vous trouvez que pour ces postes recherchés, vous avez aussi d'autres compétences qui vont jouer un rôle important là-dessus, vous pouvez toujours mettre. OK? Mais ce n'est pas non plus un péché, OK? Ce n'est pas non plus un péché de pouvoir informer aux recruteurs à l'avance qu'en dehors de cette compétence, vous avez d'autres atouts qui pourraient être exploités par l'employeur à l'avenir. Mais là, ça pourrait toujours venir au moment où, au sein de l'entreprise, on est en train de mettre de l'ordre dans la gestion des carrières de chaque candidat. Parce que la gestion des carrières veut qu'à un moment donné, lors des entretiens, que le RH vous demande en dehors de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire, et vous avez là la possibilité de compléter justement les informations par rapport à différentes formations reçues et différentes expériences connues. Vous voyez? Mais ce n'est pas vraiment le fait de cacher. Hein? C'est peut-être question de donner juste les informations utiles dont les recruteurs ont besoin. Alors, je vais lire la préoccupation des iPhone. Qui est derrière iPhone, s'il vous plaît? Bonjour, c'est Souza. Madame Souza. OK. Alors, la préoccupation, bonjour. Je voudrais savoir si le recrutement en interne s'est fait sur base d'un test ou juste sur dossier. Oui, effectivement. D'autant plus que même quand la position est ouverte en interne, il n'y aura pas un seul candidat. Il peut y avoir 2, 3, 4 collaborateurs qui justement veulent avoir le poste. OK? Ils veulent avoir le poste et du coup, vous n'allez pas coopter quelqu'un pour pallier ou pour couvrir le trou, mais justement, vous allez mettre les candidats qui sont intéressés à prendre les postes à l'épreuve. Et c'est sur base de cette épreuve, vous allez les faire passer par un test et voire même des interviews pour connaître vraiment leurs aspirations par rapport à ces postes qu'ils veulent avoir. Donc, cela se passe vraiment comme vous le ferez avec les gens que vous ne connaissez pas. Bien évidemment, quand il s'agit du recrutement interne, vous avez en face de vous des personnes que vous connaissez déjà. Et donc,
vous avez une certaine idée si ils seront bons ou pas. Mais de toute façon, ils vont passer par un test. Merci. Merci, Madame Suzanne. Alors, je crois que nous allons avancer. Nous avons parlé des avantages à recruter en interne. Nous allons parler également des avantages à recruter en externe. Quand on recrute en externe, le premier avantage, c'est que vous avez un grand choix des compétences existantes sur le marché du travail. Il y a beaucoup de CV que vous avez reçus. Vous avez le choix à porter sur chaque CV que vous souhaitez. Mais aussi, autre avantage, c'est que les recrutements en externe met en face de vous des candidats qui vous apportent des nouvelles connaissances, qui vous apportent des nouvelles idées, même mode de pensée. Ça redynamise les équipes. Sans oublier que le recrutement en externe a aussi ses inconvénients. Par exemple, il y aura, c'est un processus qui va vous coûter un peu beaucoup plus d'argent. Ça va vous coûter plus. Lancer les offres, payer les agences de recrutement, payer les sites d'emploi, etc. C'est un budget. Ça, c'est le premier inconvénient. Autre inconvénient, quand vous recrutez en externe, donc il y a risque que vous puissiez vous tromper. Il y a aussi risque que vous puissiez vous tromper de personnes. Pourquoi vous allez vous tromper? Eh bien, parce que vous avez affaire à quelqu'un que vous n'avez jamais connu. Quelqu'un que vous n'avez jamais connu. Aujourd'hui, tout le monde sait que quand il y a une opportunité, il y a un recrutement qui s'organise quelque part, tout le monde se prépare. On a la facilité de rentrer sur les nets et puis examiner les questions qui reviennent trop souvent. La personne qui s'est bien préparée peut aussi bien se débrouiller en entretien et dans les tests. Alors, en tant que recruteur, si vous ne faites pas appel à d'autres astuces qui vous permettent vraiment de découvrir la pièce rare, vous pouvez faire passer un candidat comme ça et pendant la période d'essai, vous vous rendez compte justement que, il y a un souci. C'est un candidat à problème. On a fait un mauvais choix. On s'est trompé des personnes. Ça arrive. C'est un inconvénient. Autre inconvénient, c'est que quand vous recrutez en externe, cela peut aussi causer la démotivation des candidats internes, ce qui existe déjà. Pourquoi? Parce que souvent, on a tendance à dire pourquoi nous, on est là, mais ils sont partis chercher des candidats ailleurs. Est-ce qu'ils ne nous font pas confiance? Est-ce que nous ne sommes pas capables, etc. Alors, ça va étouffer un peu les enthousiasmes. C'est parmi les inconvénients à pouvoir recruter en externe. Monsieur Benjamin, moi j'ai une petite question là. Je vous en prie. Est-ce que lorsque vous travaillez dans une organisation et on dit que le recrutement est externe, quelqu'un de l'interne ne peut pas postuler à ce poste si c'est mentionné que c'est externe? Bon, s'ils ont précisé que c'est externe, donc ça c'est vraiment ouvert aux candidats externes à l'entreprise. Mais si ils ont mis que c'est interne et externe, à ce moment-là, vous pouvez postuler. Si c'est uniquement externe, là, c'est pour c'est du dehors. Ouais, je reviens un peu sur les mauvais choix, l'inconvénient, les mauvais choix. On fait un mauvais choix et lors de la période d'essai, on se rend compte qu'on n'a pas pris la bonne personne. Est-ce qu'on peut recourir aux candidats qui sont sur la liste des réserves, les réservistes, s'il y a quelqu'un qui peut-être se rapproche d'une réussite un peu plus élevée? Est-ce qu'on peut recourir à eux? Soit on doit carrément relancer les recrutements. Exactement. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé parce que généralement, ce qui arrive, c'est qu'à la fin du processus, vous avez toujours 3, 4, 5 CV des candidats que vous pouvez vraiment exploiter. Mais comme ils sont à 5, à être bons, et que vous avez juste besoin d'un candidat, vous allez utiliser d'autres techniques pour déterminer parmi les 5 avec qui collaborer. Mais les 4 CV-là, vous n'allez pas mettre dans la poubelle. Vous allez mettre dans une data, dans une base de données, dans une CV Tech que vous pouvez exploiter plus tard quand il y aura besoin.
D'accord. Merci. Alors, je vais quand même parler des canaux, hein, des canaux de recrutement que vous pouvez exploiter pour atteindre le grand public. Ça, vous pouvez noter. J'étais en introduction en train de dire qu'il y a des ces recrutements qui n'aboutissent pas facilement. Vous avez lancé les offres, mais il n'y a pas un retour. Les candidats ne postulent pas. Peut-être parce que l'information n'a pas bien circulé. Alors, pour faire bien circuler l'information, il faut bien choisir les canaux des recrutements. Et parmi ces canaux que vous pouvez exploiter, nous avons d'abord les annonces, par exemple, dans les journaux. Bien qu'aujourd'hui, cela se fait rare de voir que les journaux parlent des offres d'emploi, mais c'est un canal que vous pouvez exploiter pour annoncer au grand public, voilà, il y a une opportunité, veuillez postuler. À part les journaux, vous pouvez également exploiter les sites d'emploi. Les sites d'emploi, dans chacun des pays où vous êtes, vous savez au moins quel est ces sites d'emploi qui publient généralement les offres, les opportunités d'embauche. Vous exploitez cela. Il y a également parmi les canaux les candidatures spontanées. Ce ne sont pas des CV à mettre à la poubelle pour dire que voilà, nous n'avons pas lancé une offre, pourquoi vous postulez? Non. Quand quelqu'un est intéressé par votre entreprise et vous soumet sa candidature, question de l'analyser et voir si c'est un candidat quand même qui pourrait faire quelque chose ou qui pourrait faire l'affaire. Même si sur les champs, il n'y a pas besoin, vous pouvez garder ces profils dans la base de données à exploiter plus tard dans les cas des candidatures spontanées que vous avez reçues. Sans oublier, autres canaux, ce sont des forums des jeunes chercheurs d'emploi. Quand vous organisez ce genre de forums, vous pouvez facilement vous faire une base de données des chercheurs d'emploi dans tel ou tel autre domaine et vous avez aussi la facilité d'avoir en face de vous beaucoup de candidats à la fois qui sont en train de convoiter le poste que vous avez ouvert. Il y a autre canal. Oui. Mais les offres qu'on affiche, c'est quel canal? Comment on peut appeler ça? Trouver, on a affiché à une porte, à un mur, on a affiché une offre. Là, c'est quel canal? Oui, c'est toujours. Oui, c'est toujours dans les annonces dans des journaux. OK, vous allez imprimer et vous afficher dans des marchés, hein, des entrées des grands magasins. Ce sont les annonces. Allô? Ouais, c'est bien capté. OK. Il ne faut pas non plus négliger les réseaux sociaux. Il ne faut pas négliger les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a par exemple LinkedIn qui est vraiment très efficace. Moi, je l'utilise toujours quand j'ai une offre de recrutement. Donc, bien que je publie, mais j'utilise aussi LinkedIn pour faire la chasse des têtes. Et là, je suis sûr d'avoir quand même des candidats qui répondent à mes critères. Et donc, vous pouvez également exploiter les agences de placement, si vous voulez. Vous pouvez exploiter les agences de placement. Alors, si vous exploitez tous ces canaux que nous venons de citer là, en tout cas, vous aurez du résultat. Vous aurez des candidatures qui vont vous pousser justement à organiser ce qu'on appelle la sélection. Après la recherche vient la sélection pour porter son choix sur les candidats que vous recherchez. Alors, je vais rapidement partager un screen qui explique les étapes même à suivre lorsque vous organisez un recrutement. Voilà. Le screen est là.
Excusez-moi. Donc ici, j'aurais pris deux étapes, les schémas à suivre pour recruter efficacement. Mais en réalité, il y en a trois. Il y a trois étapes. Donc il y a d'abord la préparation du recrutement, c'est la première étape. Et cette préparation va de la définition et analyse du besoin. Comme j'avais dit en introduction, quand il y a projet de recrutement, les recruteurs se mettent ensemble avec les départements ou l'individu ayant exprimé les besoins en recrutement. Et cette définition et analyse du besoin va justement permettre à ce que l'on rédige une fiche de poste et les profils des postes. Et dès que la fiche des postes et profil des postes sont rédigés, on passe à la deuxième étape qui consiste à rechercher les candidats, la recherche. Et par recherche, qu'est-ce qu'on fait? On diffuse l'offre. On annonce que non, voilà, il y a une opportunité. Veuillez postuler à la limite à telle date. Et vous allez réceptionner les candidatures, vous allez étudier les candidatures. Et les candidatures refusées, vous allez faire les mails pour expliquer pourquoi. Et ensuite, vous allez faire une lettre de convocation à un entretien et test pour les candidatures retenues. Et pendant le processus, il y a un outil qui va vous aider à bien suivre le processus, la marche, comment le projet évolue. Cet outil s'appelle la fiche d'entretien. Je me ferai le plaisir de vous partager cette fiche dans le forum. Et après analyse de la fiche, vous vous rendez compte que voilà, en tout cas, nous avons parmi les 10 candidats, 2 qui sont sortis du lot, 2 qui sont exceptionnels. C'est avec ces 2 que nous voulons travailler. Alors là, vous allez faire la sélection, c'est-à-dire le choix du candidat. Vous faites la sélection, choix du candidat, et vous faites encore le mail pour signifier à ceux qui ne sont pas retenus, les encourager éventuellement à faire plus à l'avenir et vous confirmez aux candidats sélectionnés. Et après la sélection ou le choix du candidat, vous allez justement passer à l'étape qu'on appelle l'intégration du nouveau recrue. Je pourrais vous envoyer ces schémas, ces schémas que vous pourriez exploiter plus tard. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui, madame. En fait, lors du recrutement, on tient compte de quoi pour sélectionner un seul candidat sur les autres? Est-ce qu'on donne des points ou bien on voit juste le dossier et celui qui vous satisfait, vous le retenez? Ok. Déjà, si vous vous fiez juste au dossier qui se présente devant vous, donc là, le processus va être déjà biaisé. C'est ce qu'on appelle en recrutement le biais cognitif. Voyez-vous? Donc, il faut soumettre chaque candidat à l'épreuve et vous allez vous donner ce travail-là de pouvoir corriger les épreuves, corriger les tests, corriger ou donner des points lors des interviews. Parce qu'après test, il faudra rencontrer chaque candidat que vous voulez sélectionner. Voir un peu est-ce qu'ils sont cohérents dans leurs idées, quand ils répondent, est-ce qu'ils sont à même, ou est-ce qu'ils ont même le goût du contact, parce que c'est aussi une qualité importante pour un professionnel, avoir le goût du contact. Alors, quand vous faites ces contacts-là physiques, ça vous permet de déterminer qui est les bons candidats à retenir. Alors, nous avons cité ici tantôt la fiche individuelle du recrutement. Et c'est sur cette fiche-là que vous notez les points forts et les points faibles de chaque candidat. Donc, si vous avez 10 candidats, vous allez voir dans les 10 candidats ici qui a beaucoup plus de points forts et qui a beaucoup plus de points faibles et vous éliminez déjà. Donc, vous êtes en train de shortlister comme aime bien dire M. Marcelo. Vous faites une shortlist des candidats jusqu'à avoir l'élément que vous recherchez. Donc, c'est pas un cadeau que vous faites aux candidats, vous les soumettez à des épreuves et puis vous corrigez leurs épreuves. Vous corrigez les tests, vous donnez des annotations à leurs interviews, vous donnez des points et c'est lui qui marque plus de points
et qui donne beaucoup plus de perspectives de collaboration avec l'entreprise, c'est celui-là que vous allez choisir. Ok, merci. Merci. Oui, monsieur Benjamin. Oui. Mais c'est que l'on constate parfois, lorsqu'on shortliste les candidats, cette évaluation est faite par 3 ou 4 personnes. Donc, chacun compte à sa manière. Et on fait une moyenne. Est-ce que ça ne peut pas aussi constituer, je sais pas, est-ce que ça ne peut pas biaiser aussi les résultats? Parce que chacun compte de la façon dont il appréhende les candidats. Et qu'à la fin, cette moyenne peut... bon, c'est vrai que c'est cette moyenne qui détermine le candidat qui est idéal, mais est-ce que ça ne peut pas être un autre point qui peut faire à ce que, voilà, vous avez recruté la mauvaise personne parce que tel lui a donné beaucoup de points, tel a apprécié de sa manière, mais que la moyenne lui donne la marge d'être classé premier sur la liste? Bon, quand on recrute, il faut se méfier des maîtres des sentiments. Hein. Il faut se méfier des maîtres des sentiments dans le processus. Et d'ailleurs, le modèle du jury aujourd'hui semble être le modèle le plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que on n'a pas trop mis de sentiments dessus. Parce que s'il s'agissait d'un seul individu qui décide finalement de qui va prendre le poste, vous voyez que facilement l'individu peut aussi taper à côté. Mais quand il y a un jury de 3, à la limite 3 ou 4, vous voyez que chacun donne des annotations en mettant quelques commentaires à côté qui justifient justement le choix qu'il a porté sur le candidat ou qui justifient les points qu'il a donnés au candidat. Et à la fin, maintenant, le jury va discuter. Pourquoi vous avez donné 6, pourquoi vous avez donné 7 et tout. Et à la fin, on tombe d'accord sur un point. Là, on est sûr que la décision qui est prise à l'unanimité, c'est vraiment celle qui devait être prise. Mais parfois, on se rend aussi compte qu'on a recruté la mauvaise personne. Après sa période d'essai, on trouve qu'il n'est pas, bon, c'est pas la bonne personne. Ça peut toujours arriver que la personne peut être mal. Je voulais utiliser un terme que je n'aime pas. Donc, la personne peut dribbler justement les jury et passer ça. Ça peut toujours arriver. C'est inévitable. Mais en tant que recruteur, en tout cas, on prend des dispositions pour détecter à la base qui est ces candidats qui est en train de nous vendre des illusions ou qui est en train de mentir sur la marchandise. Ça arrive, hein? Quelqu'un vous ment sur la marchandise et quand vous analysez la marchandise, vous comprenez que c'est pas ça. Ça arrive aussi quand on recrute, mais bon, ça c'est inévitable. Est-il que les recruteurs doivent aussi être efficaces dans ce qu'ils font, bien faire leur travail, ils vont s'éviter ces manquements qui arrivent. Super. Ouais. Alors, je vais vérifier. Voilà, je crois, on a fait le tour. On a fait le tour de ces modules sur le recrutement. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Sinon, je note les éléments que je pourrais mettre à votre disposition. Un modèle de CV qui tient sur une page et qui donne toutes les informations. En dehors de cela, je mettrai à votre disposition la fiche individuelle d'entretien, donc pendant le recrutement. Comment on peut coter les candidats pour finalement sortir la perle rare du lot. À part ça, je ne sais pas si j'ai oublié un autre élément que je dois partager. Je crois que c'est les deux, hein. C'est les deux éléments, en tout cas. Surtout voilà. Cette fiche individuelle, c'est vraiment un élément très important.
lorsqu'on se prépare à cette carrière de recruteur, avoir 1000 candidatures et chercher les CV qui sont bons. Je crois que c'est pas facile, je m'imagine déjà. C'est ça. Alors, de ces faits, moi, je vous souhaiterais plein de bonnes choses, mais sinon, ça ne s'arrête pas là. Si vous avez d'autres préoccupations ou pendant que vous serez en train de revoir vos notes, n'hésitez surtout pas à nous relancer dans le forum pour dire que voilà, nous voulons un peu d'éclaircissement sur ça. C'est à ça, c'est ce que sert ce forum-là WhatsApp. Vous posez vos questions, on va voir comment vous répondre. Merci beaucoup, M. Benjamin. Très bonne soirée à vous aussi. Merci, Marcelo. Merci, Madame Suzanne. Nous allons mettre fin à cette connexion. Nous vous souhaitons un très bon week-end et on se voit à la prochaine occasion.